Le silence n'est pas l'absence de violence. Ce que Jung a découvert sur le silence des prédateurs, ce qu'il a consigné dans ses archives cliniques il y a presque un siècle, à Zurich, dans ce cabinet où les secrets les plus sombres de la psyché humaine venaient à mourir, est la chose la plus terrifiante que tu entendras aujourd'hui. Pas parce que c'est choquant, parce que tu l'as vécu, et parce que, jusqu'à aujourd'hui, tu n'avais peut-être pas les mots pour le nommer. Le narcissique ne devient pas silencieux parce qu'il est blessé. Il ne se tait pas parce qu'il n'a plus rien à dire. Il se tait parce que c'est son arme la plus précise, la plus efficace, la plus impossible à contester, parce qu'on ne peut pas accuser quelqu'un de rien dire. Son silence est calculé, chirurgical, délibéré. Et pendant qu'il se tait, pendant que ce vide s'installe autour de toi comme du béton qui durcit, ton cerveau entre en état d'urgence absolue. Écoute-moi bien, car ce que je vais te révéler aujourd'hui, personne n'ose le dire. Le silence prédateur est une forme de torture psychologique documentée et reconnue. Et elle fonctionne précisément parce que ton cerveau, ce cerveau magnifique, sensible, câblé pour la connexion, ne peut pas survivre dans le vide. Tu sais exactement de quoi je parle. Ce silence qui tombe comme un rideau de fer au milieu d'une conversation ordinaire. Pas après une grande dispute, parfois après un mot banal, une observation innocente. Tu lui as peut-être juste dit que tu étais fatigué, ou que tu avais eu une bonne journée, ou peut-être que tu n'as rien dit du tout, et le silence est quand même arrivé, comme une punition pour une faute que tu n'as pas encore eu le temps de comprendre. Tu essaies de parler, il ne répond pas. Tu envoies un message, rien. Tu t'approches, il se lève, quitte la pièce, ou reste là mais les yeux ailleurs, comme si tu étais transparente. Et quelque chose en toi commence à s'effondrer de l'intérieur. Tu parcours mentalement chaque mot de la dernière conversation. Tu cherches l'instant précis où tout a basculé. Tu t'excuses, parfois à voix haute, parfois dans ta tête, même sans savoir exactement pourquoi. Tu expliques, tu implores, tu justifies. Parce que ce silence est insupportable. Parce que ton cerveau interprète ce silence comme une menace qui n'a pas encore de nom. J'ai vécu exactement la même chose. Pas dans quelque chose de lointain dont je me souviens avec distance. Dans quelque chose qui m'a pris des années à comprendre et à nommer. Je le sais de l'intérieur. Et je sais aussi, en 15 ans de pratique clinique avec des survivants de violences narcissiques, que ce que tu traverses n'est pas une sensibilité excessive. Ce n'est pas toi qui es trop émotive, trop dépendante, trop fragile. C'est lui, c'est son arme. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment elle fonctionne. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler ce que Jung a identifié sur le silence des prédateurs, pourquoi ton cerveau réagit de cette façon précise au niveau neurologique, les 5 types de silence narcissique et ce qu'ils révèlent vraiment, et surtout, le retournement que personne ne t'a expliqué, celui qui change tout sur la signification de ce silence. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas comprendre aujourd'hui va définitivement changer la façon dont tu vis ce silence. Dans sa pratique clinique à Zurich au début du XXe siècle, Carl Jung a reçu des patients qui décrivaient quelque chose d'étrange et de difficile à nommer. Pas de la violence physique, pas d'insultes, pas de cris. Quelque chose de plus invisible, et pourtant de plus destructeur à long terme. Un silence organisé, délibéré, infligé. Jung a développé autour de ce phénomène ce qu'il appelait le contrôle par l'absence. Non pas l'absence ordinaire, celle de quelqu'un qui part en voyage ou qui a besoin d'espace intérieur pour réfléchir, mais l'absence calculée, celle qui est utilisée comme réponse à une demande de connexion, d'intimité ou simplement de normalité relationnelle. Ce que Jung comprenait, et que les neurosciences modernes ont confirmé avec une précision troublante, c'est que le cerveau humain est câblé biologiquement pour l'appartenance sociale. Dès nos premières heures de vie, notre survie dépendait entièrement de notre connexion avec un autre être humain. Le bébé qui n'est pas touché, pas regardé, pas répondu, ce bébé dépérit. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie, et cette câblure ne disparaît jamais entièrement. Elle devient plus sophistiquée, plus nuancée avec l'âge. Mais l'adulte qui est soudainement exclu, ignoré, privé de réponse, traité comme inexistant par quelqu'un qu'il aime, ne perçoit pas cela comme une dispute de couple.
Dans les couches les plus profondes de son cerveau, son système nerveux perçoit cela comme une menace à la survie. Ce n'est pas de la fragilité, c'est de la neurobiologie. Les études en neurosciences ont montré que l'exclusion sociale active exactement les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Le cortex singulaire antérieur, la même région qui s'embrase quand tu te brûles la main, s'active de façon identique quand quelqu'un que tu aimes te retire délibérément sa parole et son regard. Ton cerveau ne fait pas la différence entre un coup et un silence. Il enregistre les deux comme une agression. Le narcissique, lui, fait très bien cette différence. Et c'est précisément pour cela qu'il choisit le silence. Il sait, souvent sans pouvoir l'articuler consciemment, avec une intelligence purement instinctive, rodée depuis l'enfance, que priver quelqu'un de connexion fait mal, et que cette douleur crée quelque chose d'encore plus utile pour lui que la simple souffrance. La dépendance. Alors, qu'est-ce que le silence prédateur, exactement? Comment le distinguer du silence naturel, du silence douloureux de quelqu'un qui n'a pas les mots, du silence de quelqu'un qui a besoin de temps pour traiter ses émotions? Le silence prédateur a des caractéristiques précises, que j'ai documentées au fil de centaines de cas cliniques dans ma pratique. Première caractéristique, il arrive toujours en réponse à une expression de ton autonomie. Tu as exprimé un besoin, tu as posé une limite, même maladroite et timide. Tu as dit non pour la première fois à quelque chose. Tu as eu une réussite dont tu n'avais pas encore rendu compte. Tu as été heureuse sans lui, même brièvement. Et voilà, le mur tombe. Deuxième caractéristique, il est accompagné d'une présence physique. Ce n'est pas qu'il soit absent, il est là, dans la même pièce, parfois à quelques centimètres de toi, mais il t'exclut de son espace. Tu n'existes pas pour lui. Et c'est infiniment plus cruel que l'absence physique, parce que son choix délibéré de ne pas te regarder est visible, mesurable, intentionnel. Troisième caractéristique, il prend fin de manière soudaine et inexplicable. Pas parce que tu as dit ou fait quelque chose de différent, pas parce qu'il a réfléchi ou guéri, simplement parce qu'il a décidé que le silence avait accompli son objectif. Ce retour soudain à la normalité, ou à une version affectueuse de lui que tu ne t'attendais plus à voir, est aussi calculé que le silence lui-même. Voilà ce que peu de gens comprennent. Le silence prédateur a toujours une fin planifiée. Et ce que Jung identifiait dans ces cas était une structure narrative complète. Tension, silence, soulagement forcé, répété encore et encore, jusqu'à ce que la victime ne soit plus capable de fonctionner sans cet arc émotionnel. Retiens bien ceci, car les 5 types de silence que je vais te présenter maintenant vont tout changer sur ce que tu as vécu. Parce que tu en as peut-être vécu plusieurs, sans réaliser qu'ils venaient tous du même endroit. Le premier type, le silence punitif, c'est le plus connu, le plus documenté dans la littérature clinique. Il arrive après un conflit, après une limite que tu as osé poser, après un refus de te soumettre. Le narcissique coupe la parole, parfois pour quelques heures, parfois pour des jours, parfois pour des semaines entières. J'ai accompagné des femmes qui avaient vécu des mois de silence punitif, vivant sous le même toit, dormant dans le même lit, sans qu'un seul mot authentique soit échangé. Elles m'arrivaient avec une question qui revenait inlassablement comme un disque rayé. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la question piège. C'est exactement ce que le silence punitif veut que tu te poses. Parce que tant que tu cherches ta faute, tu ne regardes pas la sienne. Et lui, il attend que tu capitules. Le deuxième type, le silence de préparation. Celui-ci est moins connu, mais Jung l'a décrit avec une précision qui me fascine encore aujourd'hui. C'est le silence qui précède l'attaque. Pas la dispute, l'attaque. Cette période étrange où l'atmosphère devient électrique d'une façon que tu ne sais pas encore nommer. Tu te sens comme un animal qui perçoit un changement de pression avant l'orage. Quelque chose change dans l'air, mais tu ne peux pas encore dire quoi. Le narcissique se tait parce qu'il t'observe. Il collecte des informations. Il identifie tes failles actuelles, tes besoins les plus pressants, les endroits où tu es la plus vulnérable en ce moment précis, et quand il a tout ce qu'il lui faut, il frappe, avec les mots justes, au moment exact, à l'endroit précis qui fera le plus de dégâts.
Le silence de préparation est le plus froid de tous. Parce que pendant que tu cherches anxieusement ce qui ne va pas, lui, il planifie. Le troisième type, le silence de dévaluation. Tu lui parles de quelque chose qui compte pour toi, un projet qui t'enthousiasme, une réussite dont tu es fier, une émotion qui t'a traversé, et tu reçois en retour rien. Pas d'objection, pas de critique directe. Ça, au moins, tu pourrais le contester. Juste un regard vague, un « ah » sans inflexion, un changement de sujet comme si tes mots s'étaient évaporés dans l'air. Ton enthousiasme, ton émotion, ton existence, réduits à néant par l'absence de réponse. Jung a identifié cela comme l'une des formes les plus efficaces de désintégration du moi, parce que nous existons en partie à travers le regard de l'autre. Quand un enfant court vers son parent avec un dessin dans les mains, il n'a pas besoin qu'on lui dise que c'est beau. Il a besoin qu'on le regarde. Et quand ce regard est délibérément retiré, quelque chose se fissure dans la façon dont cette personne se perçoit elle-même. Le silence de dévaluation ne te dit pas tu as tort. Il te dit quelque chose de bien plus destructeur. Tu n'existes pas. Le quatrième type, le silence de manipulation. Il veut quelque chose de toi. Pas une faveur directe, quelque chose de plus insidieux. Ton attention totale. Ta préoccupation permanente. La certitude que tu es entièrement focalisé sur lui. Alors il ne demande rien. Il se retire simplement. Et toi, tu interprètes ce silence comme une demande implicite. Tu essaies de deviner ce qu'il veut. Tu fais des efforts que personne ne t'a demandé. Tu t'agites, tu proposes, tu te mets en quatre pour briser ce silence. Et quand tu y arrives, quand il recommence enfin à te parler, à te regarder, tu ressens un soulagement si intense que ton cerveau l'enregistre comme une récompense. C'est le cycle de la dépendance, créé avec un simple silence. Et une fois que ce cycle est établi, il est extraordinairement difficile à identifier depuis l'intérieur, précisément parce qu'il n'y a jamais eu de violence visible, jamais de menace directe. Juste un silence. Juste une absence de réponse. Comment expliquer à quelqu'un qui n'a pas vécu ça que tu souffres de quelqu'un qui ne dit rien? Le cinquième type, le silence de triangulation. Il ne se tait pas avec tout le monde, seulement avec toi. Il parle, il rit, il est charmant et présent avec les autres. Tu le vois faire tout cela, en temps réel, pendant qu'il t'ignore, avec tes amis communs, avec des collègues, parfois avec des inconnus rencontrés il y a 5 minutes. Et ce silence te dit deux choses simultanément. Il n'y a aucun problème de communication chez lui, et tu es la seule personne avec qui il choisit de ne pas communiquer. Ce silence dit, c'est toi le problème. Tu es la seule à mériter l'absence. C'est le plus cruel de tous, parce qu'il te prive de la seule chose qui pourrait t'aider à résister, la conviction de ta propre santé mentale. Retiens bien tout ceci, parce que maintenant, je vais te montrer ce que ce silence fait réellement à ton cerveau, et ensuite, le retournement qui va tout changer sur ce que ces 5 types signifient vraiment. J'ai découvert quelque chose dans ma pratique clinique qui contredit complètement ce que la plupart des gens croient sur le silence narcissique. Mais d'abord, il faut comprendre ce qui se passe dans ton cerveau. Quand le silence narcissique tombe, la première chose qui se produit dans ton cerveau est l'activation du système d'alarme. L'amygdale, cette petite structure en amande au centre du cerveau limbique, ton détecteur de danger, perçoit le retrait soudain de la connexion sociale comme une menace directe. Ton rythme cardiaque s'accélère. Ta respiration change. Ton système nerveux bascule en mode vigilance. Ce n'est pas de l'hypersensibilité. C'est de la biologie évolutive. Pendant des centaines de milliers d'années, l'exclusion du groupe signifiait la mort. Ton cerveau n'a pas encore reçu la mise à jour. La deuxième chose qui se produit est plus subtile et bien plus dangereuse. Ton cortex préfrontal, la partie rationnelle, analytique, celle qui cherche à donner du sens au monde, entre en suractivité. En l'absence d'informations, il génère des hypothèses pour expliquer l'alarme. Et ces hypothèses ont un biais systématique. Elles se dirigent toujours vers toi-même. J'ai dû dire quelque chose de blessant. Je suis trop exigeante,
trop dépendante, trop envahissante. J'aurais dû réagir différemment. Peut-être que je mérite ce silence. J'ai entendu ces phrases dans mon cabinet des centaines de fois, toujours dans la même tonalité, cette voix intérieure qui condamne avant même que le verdict soit prononcé. Et chaque fois, je dois dire la même chose à ces femmes brillantes et brisées assises devant moi. Le narcissique n'a rien eu à faire. Il s'est simplement tu. Et ton propre cerveau, ton cerveau qui cherche des réponses, qui ne supporte pas l'incertitude, qui préfère se condamner lui-même plutôt que de rester dans le vide, a fait tout le travail. Les psychologues du trauma appellent cela l'auto-inculpation induite. Ce mécanisme est l'un des outils de contrôle les plus efficaces qui existent, précisément parce qu'il ne laisse aucune trace. Personne n'a rien dit. Personne n'a rien fait. Tu t'es condamné toi-même. Et puis vient la troisième phase, le soulagement. Quand le narcissique décide de briser son propre silence, quand il recommence soudainement à te parler, à te regarder, parfois même à être affectueux, la décharge neurochimique dans ton cerveau est massive. La dopamine, l'ocytocine, la chute du cortisol, tout se libère simultanément. Et ton cerveau, qui venait de vivre un état d'urgence, enregistre ce moment comme une récompense extraordinaire. Le problème ? Il enregistre cette récompense comme venant de lui. Sa présence devient associée à ce soulagement intense. Son attention devient, neurochimiquement, une drogue. Jung l'avait compris avec une intuition qui précède la neurologie de plusieurs décennies. Il écrivait « La douleur que nous connaissons est préférable à la douleur que nous imaginons. » Et il avait raison. Ton cerveau préfère la certitude du silence douloureux à l'incertitude de quitter ce cycle. C'est pourquoi tu reviens. C'est pourquoi tu excuses. C'est pourquoi tu restes. Pas parce que tu es faible. Parce que tu es humaine. Et que ta biologie fait exactement ce pourquoi elle a été programmée depuis des millénaires. Mais, et c'est là que Jung devient véritablement révolutionnaire, comprendre le mécanisme, c'est le début de la libération. Et maintenant, voici la révélation que le narcissique ne voudra jamais que tu comprennes. Son silence ne te parle pas de tes défauts, il te parle de ses terreurs. Dans la psychologie jungienne, l'ombre est cette partie de nous-mêmes que nous refusons de voir, que nous ne pouvons pas accepter, que nous projetons sur les autres plutôt que d'intégrer en nous-mêmes. Pour le narcissique, dont l'édifice psychologique entier est construit sur le refus de se regarder en face, l'ombre est immense, dense et terrifiante. Jung l'a exprimé dans cette formulation qui n'a pas vieilli d'un jour. L'ombre est la chose qu'une personne n'a aucune envie d'être. Alors quel est le contenu de l'ombre du narcissique ? La peur de l'abandon, la terreur d'être fondamentalement insuffisant, la honte d'un vide intérieur qu'il ne comprend pas et ne peut pas remplir, la dépendance à l'attention des autres, une dépendance qu'il ressent comme une humiliation profonde, parce qu'elle révèle une faiblesse qu'il ne peut pas s'avouer. Le narcissique utilise le silence pour projeter tout cela sur toi. Pendant que tu t'angoisses à cause de son silence, pendant que tu te questionnes, que tu tournes autour de lui, que tu analyses chacun de tes gestes, ton attention est entièrement dirigée vers lui. Tu remplis le vide de sa vie intérieure avec ta propre anxiété, et pendant ce temps, il n'a pas à regarder en lui-même. Ta panique devient son anesthésie, c'est l'ombre de Jung en action directe. Tout ce qu'il refuse de ressentir, l'abandon, la honte, l'insuffisance profonde, il te le projette à travers son silence. Et toi, avec ton empathie magnifique et ta sensibilité profonde, tu le portes à sa place. Voilà ce que personne ne t'a dit. Le narcissique qui utilise le silence comme arme a lui-même une terreur profonde de son propre silence intérieur. Seul avec lui-même, sans une source de supply narcissique, sans quelqu'un qui tourne autour de lui et remplit ce vide, il ne peut pas se supporter. Il s'effondre. Le silence est son arme. Et il en est aussi le prisonnier. Et quand tu comprends cela, vraiment, dans tes tripes, quelque chose change dans ta façon de percevoir ce silence. Il ne s'agit plus de tes défauts, il s'agit de sa prison. Avant d'aller plus loin, je veux m'arrêter un instant. Si ce que je partage aujourd'hui résonne avec quelque chose que tu vis, ou que tu as vécu, si ces mots t'apportent de la clarté sur une douleur que tu portais sans pouvoir la nommer, tu peux soutenir ce travail en cliquant sur Super Thanks,
juste en dessous de cette vidéo. Chaque contribution m'aide à continuer à produire du contenu approfondi comme celui-ci, et si tu laisses un commentaire avec ton super thanks, je te réponds personnellement. Maintenant, parlons de ce que tu peux faire concrètement de tout cela. La question que me posent toutes mes clientes après avoir compris le mécanisme du silence prédateur, c'est toujours la même. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? La réponse de Jung, et c'est une réponse que j'ai vue fonctionner dans ma pratique avec une régularité qui ne cesse pas de m'émouvoir, est ce qu'il appelait le processus d'individuation. L'individuation dans la psychologie jungienne, c'est le chemin par lequel on devient pleinement soi-même. Ce n'est pas de l'indifférence forcée. Ce n'est pas de la vengeance froide. C'est quelque chose de bien plus profond et de bien plus durable. Retrouver, en toi-même, le centre de gravité que le narcissique t'a fait perdre. Quand le silence tombe, la tentation naturelle, la réponse neurobiologique par défaut, est de te tourner vers lui. D'utiliser toute ton énergie pour briser ce silence, pour retrouver son attention, pour revenir à une normalité qui n'a peut-être jamais vraiment existé. Mais il y a une autre possibilité. Une possibilité que le narcissique n'a pas prévue dans son scénario. Tu peux choisir de te tourner vers toi-même. Pas de manière spectaculaire, pas d'une façon qu'il peut observer et interpréter comme un appel à l'attention déguisé. Simplement, se retourner à l'intérieur. Remarquer ce que ce silence remue en toi. Non pas tes défauts, tes besoins, tes désirs les plus authentiques, ce qui s'exprime dans cette anxiété à l'idée d'être ignoré. Jung écrivait « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Ce qu'il y a dans cette anxiété, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'information. C'est une carte de tes besoins les plus profonds, des besoins qui sont légitimes, réels, et qui n'ont jamais eu besoin de lui pour être satisfaits. Et voici ce que j'ai observé, dans ma pratique clinique, avec une régularité qui ne cesse jamais de me toucher. Le moment où le survivant cesse de courir après le silence du narcissique, le moment où il se tourne vers lui-même plutôt que vers son bourreau, est le moment exact où le narcissique commence à paniquer, parce que son arme ne fonctionne plus. Le silence prédateur ne fonctionne que si tu le remplis avec ton anxiété, ton attention, ta supply. Si tu t'arrêtes de courir dans ce vide, si tu te retires de cette danse, il se retrouve soudainement face à ce qu'il a passé toute sa vie à fuir, lui-même et son propre silence intérieur. Il y a une pratique que je recommande à toutes mes clientes qui sortent, ou qui sont encore dans, une relation avec un narcissique. Je l'appelle le retournement du silence. La prochaine fois que le silence tombe, que ce soit dans une relation active, dans les suites d'une séparation, ou même dans ta propre tête, dans ces moments où tu rumines encore ce silence d'il y a des mois, au lieu de courir pour le remplir, arrête-toi. Respire profondément. Une fois. 2 fois. Et pose-toi cette question. Pas sur lui, sur toi. Quel besoin est-ce que j'essaie de faire remplir par son attention? Ce besoin est réel. Il est légitime. Il mérite d'être reconnu et satisfait. Et il n'a jamais eu besoin de lui pour l'être. En 15 ans de pratique clinique, j'ai accompagné des femmes qui arrivaient incapables de supporter 5 minutes de silence dans une pièce. Des femmes dont le système nerveux avait été calibré pour l'urgence permanente, qui vérifiaient leur téléphone toutes les 30 secondes, qui ne pouvaient pas rester seules sans que l'anxiété devienne insupportable. Et j'ai vu ces mêmes femmes, des mois ou des années plus tard, vivre dans un silence qu'elles avaient apprivoisé. Un silence qui était devenu le leur, non plus l'absence de quelqu'un d'autre, leur propre espace intérieur, habité, riche, silencieux d'une façon qui nourrissait plutôt que vidait. C'est ce que Jung appelait la rencontre avec soi-même. Il la décrivait comme l'une des expériences les plus désagréables qui soient, parce qu'on y découvre tout ce qu'on a évité de regarder pendant des années. Les peurs non dites, les deuils non faits, les colères qu'on s'était interdit de ressentir, mais aussi l'une des plus transformatrices, parce que c'est là, dans cet espace que tu as appris à habiter, que tu retrouves ce que le narcissique t'a volé. Ta propre voix, ta propre présence, la certitude que tu existes, pleinement, réellement, même quand personne ne te regarde. Et voilà la vérité finale que je veux te laisser aujourd'hui. Si tu as vécu des années de silence narcissique, si tu as passé des nuits entières à analyser ce que tu avais fait de mal, à t'excuser de ta propre existence,
à vivre dans la terreur de ce silence qui pouvait tomber à n'importe quel moment. Tu as survécu à quelque chose de documenté et de réel. Quelque chose que les professionnels de la psychologie traumatique reconnaissent clairement comme une forme d'abus psychologique. Ce n'était pas dans ta tête. Tu n'as pas exagéré. Tu n'étais pas trop sensible. Le silence prédateur est une arme. Mais comme toute arme, elle perd son pouvoir dès l'instant où tu comprends comment elle fonctionne. Et aujourd'hui, tu comprends. Avant de te laisser, j'ai une question pour toi. Dans les commentaires, dis-moi, quel type de silence as-tu vécu dans ta relation? Le silence punitif, qui tombait après chaque tentative d'autonomie? Le silence de dévaluation, qui faisait comme si tes émotions n'existaient pas? Le silence de triangulation, quand il était charmant avec tout le monde sauf toi? En le nommant, tu lui retires une partie de son pouvoir. Et ton témoignage aidera peut-être quelqu'un d'autre à reconnaître ce qu'il vit en ce moment. À très vite.